Chers amis, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, bienvenue parmi nous, François-Xavier comme d'habitude au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver avec un habitué, c'est désormais un habitué, comme il le dit, il se sacrifie, il s'est sacrifié à de nombreuses reprises pour nous et il se sacrifie à nouveau. Il s'agit de l'auteur et essayiste Pierre Hilard. Pierre Hilard, bonjour. Bonjour François-Xavier, bonjour, merci de me recevoir. Eh ben, c'est à chaque fois un plaisir, cher Pierre. Monsieur Hilard, je vous reçois, ça doit être la deuxième ou troisième fois, je crois, que je vous reçois pour nous entretenir sur ce qui vous intéresse. Je rappelle, comme d'habitude, parce que c'est bien de savoir à qui on a affaire, toujours, je rappelle pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes un docteur en sciences politiques, vous êtes un spécialiste de géopolitique et de la fameuse question du mondialisme. D'ailleurs, je tiens à souligner comme quoi votre travail en tout cas est efficace, ça fait des petits. Je remarque depuis maintenant au moins 2-3 ans, peut-être un peu plus, mais au moins depuis 2-3 années, je remarque que le terme mondialisme, qui était pas beaucoup employé dans les médias, est dorénavant assez usité, assez employé, donc comme quoi les idées font leur chemin, il faut le reconnaître. Je ne sais pas si vous avez constaté aussi ça. Oui, persévérance, à la fin, on commence à franchir un certain niveau de diffusion, Voilà. même dans les grands médias. Donc il faut pas lâcher le morceau, comme dirait l'autre. Ah oui. Donc je rappelle vos nombreux livres, parce que vous en avez quand même commis un certain nombre, l'Atlas du mondialisme, des origines du mondialisme et de la grande réinitialisation. Vous avez également fait de nombreuses préfaces, et on retrouve bien sûr vos livres aux éditions Culture et Racines. Et aujourd'hui, eh ben, il y a le petit dernier, qui est sur le point de sortir au moment où nous enregistrons. Il n'est pas encore sorti au moment où nous enregistrons, mais c'est pour bientôt. Les permanences de la géopolitique et de la mystique russe avec un S. Donc vous allez nous expliquer pourquoi. Des Romanov à Vladimir Poutine. Je ne me suis pas trompé au niveau du titre. Exact, aux éditions Culture et Racines. Aux éditions Culture et Racines, toujours donc très très bonne maison d'édition, toujours solide. Pour faire simple, à chaque fois, dès lors où nous nous entretenons tous les deux, je tiens à toujours poser les bases de notre conversation. Et vu que vous êtes un spécialiste de géopolitique, nous allons parler de géopolitique bien sûr. On l'avait fait à propos du Covid, on l'avait fait à propos du fond religieux de l'histoire. Je pense qu'on va à nouveau parler de religion, ça reste quand même le moteur, comme dirait l'autre, en tout cas le fond essentiel de l'histoire, c'est la religion. Et si j'ai bien saisi, avant de poser l'introduction, ce dernier livre donc revient sur les caractéristiques de la Russie et les contrastes finalement qui l'animent au niveau de ses élites. Est-ce que j'ai à peu près cerné le propos? Oui, c'est exactement ça. Sur le temps long, bien sûr. Bon, bah voilà, ma maman sera rassurée, je ne suis pas complètement débile. Donc, un livre qui va faire polémique, il me semble, puisque à l'heure d'Internet, à l'heure de YouTube, des communautarisations, même sur Internet, chacun défend un petit peu son gagne-pain, entre guillemets, ou en tout cas son petit fromage, dirait-on. Donc là, il est clair que par ce livre, il est probable que ça provoque quelques petites polémiques. Disons une forme d'émoi. Forme d'émoi, oui, c'est pas mal. C'est un bon terme. Façon française, la langue française du 18e, un peu d'émoi. Alors oui, ce livre, donc, les permanences de la géopolitique et la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine. D'abord, je tiens à préciser, donc il est aux éditions Culture Racines, il est en pré-vente, il vient de sortir. Aujourd'hui, ça y est, le livre vient de sortir, il est fabriqué, j'entends, et il va être disponible dans quelques jours, mais ça y est, il est sorti, l'accouchement a eu lieu, si je puis dire, et j'en profite grâce à vous pour prévenir les auditeurs qu'il est en prévente et que les 200 premiers exemplaires seront dédicacés. Et donc, il reste encore quelques exemplaires avant d'atteindre le quota des 200. Donc, dépêchez-vous de le commander en prévente afin d'avoir une dédicace. C'est encore valable pendant à peu près 7-8 jours. Alors, d'abord, il y a une chose, c'est que effectivement, ce sujet, c'est un sujet délicat qui est vaste, qui plaira à certaines personnes, mais aussi cela déplaira à d'autres. Parce que d'abord, il y a le phénomène Poutine, et puis il y a évidemment ce qui se passe depuis le 24 février 2022, avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et avec un Occident archi-décadent, de nombreuses personnes, en particulier dans le monde de la dissidence,
se tourne vers Vladimir Poutine, vers la Russie de Poutine, puisque de nombreuses personnes estiment qu'il défend des valeurs, des principes, et il est vrai que face à l'Occident décadent, c'est vite vu de faire la différence. Alors d'abord, une chose que j'ai voulu faire pour comprendre la situation actuelle, il faut une étude sur le temps long. Et si j'ai dit à partir des Romanov, en fait j'ai même commencé un peu les Romanov, puisque la dynastie des Romanov commence en 1613, mais il y a eu aussi une autre dynastie qui a dirigé la Russie, qui s'appelait la dynastie des Riourikides, qui est née suite aux invasions vikings de la Russie. Alors, pour les Vikings qui ont envahi la Russie au IXe siècle, on ne dit pas Vikings, on dit les Varegs. C'est un nom différent, mais c'est la même chose. Et cette invasion viking vareg au IXe siècle s'est rapidement slavisée pour donner naissance à cette dynastie Riourikide qui va perdurer pendant plusieurs siècles jusqu'à la fin du XVIe siècle. Et après, c'était donc la dynastie des Romanov. Et donc j'ai continué Romanov, et ensuite jusqu'en 1917, puis ensuite la période bolchevique, 1917 jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 1991, et j'ai continué à étudier la Russie d'abord de Boris Eltsine et terminé ensuite avec Vladimir Poutine. Et en fait, ce qui m'a frappé dans cette étude longue, alors je tiens à préciser, je me suis appuyé sur de nombreux travaux universitaires, sur des thèses dans différentes langues, et ce qui est frappant dans cette étude longue, c'est l'association de la politique géopolitique, et de la mystique. Et quand je dis mystique, il y a deux choses, l'orthodoxie, évidemment, mais aussi l'ésotérisme, l'occultisme, avec toujours en arrière-fond la Kabbale. La Kabbale, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme rabbinique depuis 2000 ans. Et c'est vraiment un phénomène très ancien. Alors d'abord, pour expliquer la Russie orthodoxe, il faut d'abord rappeler que la Russie s'est convertie au christianisme avec Vladimir Ier en 988, grâce à un baptême. Et il est intéressant de noter ce point commun entre la Russie et la France. La Russie est née d'un baptême, 1988, et la France est née aussi d'un baptême avec Clovis, sous l'égide de l'évêque Saint-Rémy. Alors, il y a quelques petites incertitudes pour la date. Communément, on dit 496. Certains disent 498, d'autres 499. On ne va pas chipoter, on retient la date de 496. Donc, nos deux pays, France et Russie, tous les deux, nés d'un baptême. Nos deux pays aussi ont connu une révolution, 1789 pour la France, 1917 pour la Russie. Là aussi, c'est pas l'effet du hasard. Bon. Et donc, cette étude longue de l'histoire russe m'a montré que cette marque orthodoxe, qui a vraiment structuré l'âme des Russes, a été allée de pair avec une marque ésotérique. Et ça, c'est frappant, et en particulier lorsqu'on lit les travaux, vous allez voir la référence tout à fait officielle que j'utilise, les travaux de Léon Poliakov, qui est l'auteur de l'histoire de l'antisémitisme, vraiment un pavé extrêmement riche d'informations, et qui explique que, chose intéressante, dans la deuxième moitié du XVe siècle, et donc on est dans les années 1470-1480, il y a le dirigeant suprême du monde russe, donc c'est la dynastie Riourikide, c'est Ivan III. Pour vous donner une petite idée, il est né en 1440, il est mort en 1505. Et Ivan III a eu d'ailleurs un fils qui s'appelle Ivan IV, et plus connu sous le nom de Ivan le Terrible. Bon, c'est pour situer un peu. Et ce Léon Poliakov, parlant donc d'Ivan III, deuxième moitié du XVe siècle, cite une lettre d'Ivan III adressée au Khan de Crimée, Khan, le K-H-A-N, qui dit en gros que les deux dirigeants doivent arrêter de s'écrire en hébreu. Vous vous rendez compte? Et donc s'écrire en langue soit russe ou la langue du Khan. Et le fait que Léon Poliakov souligne cette caractéristique, ça montre quoi? Que Ivan III a reçu, entre autres, une éducation en langue hébraïque qui savait écrire l'hébreu. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il est en contact avec des élites juives, parce que, évidemment, à cette époque, pour avoir un enseignement en hébreu, c'était réservé à une super élite, entre autres, le tsar.
Et le fait qu'il ait demandé au Khan de Crimée d'arrêter de s'écrire en hébreu, ça montre quand même une présence. Bon. Et le deuxième élément. Juste avant, monsieur Hillard, parce que oui, parce que n'hésitez pas à m'arrêter. Voilà, je vous connais, je sais que vous n'êtes pas avare de détails, et c'est normal, vous êtes un passionné. Mais juste avant, là, on a posé un peu le cadre, surtout le sujet du livre. On va donner quelques détails et puis donner un petit peu de biscuit pour donner aux auditeurs et aux futurs lecteurs l'envie, évidemment, de le lire. Mais juste avant, et par rapport à votre spécialité, votre sujet, le grand sujet d'étude, le sujet de votre vie, même on pourrait dire, qu'est le mondialisme, en quoi ce dernier livre fait un lien, même si vous l'avez déjà plus ou moins dit, mais j'aimerais bien qu'on le formule quand même, en quoi ce dernier livre fait un lien avec votre sujet d'étude global, en quoi il s'agit du mondialisme? Alors, vous posez d'excellentes questions, François-Xavier. En fait, l'objectif de ce livre, en plus des origines profondes, l'évolution de tous ces événements, je vais vous montrer que la Russie d'aujourd'hui, entre autres avec Vladimir Poutine, fait partie intégrante du mondialisme, mais que le monde russe de Boris Eltsine, puis ensuite de Poutine, représente une faction. Voilà. C'est là où je voulais vraiment insister, parce que bien souvent, on parlait de YouTube et de la façon dont YouTube fonctionne de façon silotée. Aujourd'hui, c'est comme ça, et l'être humain est comme ça, et c'est ainsi fait, mais tant pis, faut faire avec. On fonctionne par slogan, ce que j'appelle les slogans à t-shirt, et on a besoin à chaque fois de trouver son camp. Voilà, c'est-à-dire, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les noirs, il y a les blancs, et il y a toujours des méchants, des gentils contre des méchants. Voilà, ce qui parfois, enfin passe parfois, mais souvent confine à la bêtise, parce qu'on fonctionne avec des choses un petit peu primaires, assez primaires et de façon hémiplégique. Alors justement, et donc là, on a bien fait le lien avec le mondialisme. En quoi, justement, et là on revient à ce que vous commenciez à développer, en quoi il y a toujours un fond religieux dans les actes politiques, économiques, etc. de tel ou tel pays. Parce que ce qu'on parlait de reproches faits au livre, c'est certainement celui qu'on va vous faire, c'est ça y est, grosso modo, Pierre Hillard s'en prend aux Russes, alors qu'on pensait que, bon non, il était plutôt du côté russe, etc. Comme quoi, voilà, choisir son côté n'est pas forcément une marque d'intelligence, c'est pas une histoire de côté ou de camp à choisir. Donc voilà, il y a bien, par exemple, une mystique religieuse aux États-Unis, une mystique religieuse en Russie, etc., etc. Voilà, et je vous laisse reprendre, comme quoi en Russie, c'est un camp. Voilà. Alors, quand vous parlez de la mystique, oui, la mystique russe, mais aussi la mystique américaine, c'est amusant parce que c'est comme ça que j'ai commencé mon livre, l'introduction, où je présente finalement une opposition entre deux mystiques et plus précisément une opposition entre deux messianismes, un messianisme russe s'opposant au messianisme américain. Et dans le cas des États-Unis, la création des États-Unis, c'est d'abord une création d'ordre d'essence maçonnique. D'ailleurs, les présidents des États-Unis sont très souvent maçons, pas tous, mais très souvent. En tout cas, le premier, George Washington, l'était. Et qu'il y a eu, de la part des fondateurs des États-Unis, alors d'abord à l'origine colonie britannique, c'était des puritains. Et des puritains qui se sont adjugés une vision particulière. Et le monde américain, c'est la contre-Europe. C'est une contre-Europe, c'est une opposition à la romanité. Et ces puritains du Mayflower en 1620 ont construit une contre-Europe avec l'idéal d'une nouvelle Jérusalem. Et vraiment, c'est la marque de fabrique. Et d'ailleurs, vous avez par exemple un des ambassadeurs américains à la fin du 19e siècle, qui s'appelait Oscar Strauss, qui lors d'une conférence disait avec raison que les États-Unis s'étaient fondés en opposition, et là il avait précisé, à Athènes et à Rome. Donc vraiment, c'est net et clair. Et donc, le monde américain, c'est une contre-Europe, contre la romanité, contre un modèle de civilisation. C'est une nouvelle Jérusalem, un phare pour l'humanité, selon eux, selon ses dirigeants. Et ce phare de l'humanité s'est manifesté en particulier avec, vers les années 1840, le lancement de la destinée manifeste. C'est-à-dire que pour les élites américaines, 1845 dans ces eaux-là, il a été précisé que ces valeurs américaines, cette nouvelle Jérusalem, ces valeurs devaient s'étendre à l'échelle planétaire, être les références. Bon. Et de l'autre côté, le monde russe, lui aussi développe un messianisme, une mystique, mais qui rentre en collision avec cette mystique américaine, cette vision messianique américaine. Et alors déjà, on retrouve ce fond messianique russe au cours des siècles, mais
ce messianisme russe va s'accentuer au XIXe siècle, en particulier avec des auteurs comme Dostoïevski. Quand vous lisez Les démons de Dostoïevski, d'ailleurs je cite cet auteur au début de mon livre, il explique qu'il faut se hausser, vraiment atteindre le podium, et il dit bien qu'il faut que les élites russes et que le peuple russe soit, je le cite, le peuple théophore, littéralement qui porte Dieu, et que ces valeurs russes doivent, elles, s'imposer à l'échelle planétaire. Et donc, on voit, il n'est pas le seul, à vouloir imposer un modèle des valeurs russes, et le phénomène, donc fin 19e et début 20e siècle, on le remarque aussi avec un auteur russe, plus exactement un scientifique russe qui s'appelait Nikolai Fedorov, qui va être à l'origine de l'invention d'un concept qui s'appelle la noosphère, qui va être reprise, expression reprise entre autres par Pierre Teilhard de Chardin, qui est une vision globale de la planète, une sorte d'unification de la pensée du genre humain. Et cette noosphère va être entre autres reprise par des spécialistes, des disciples de Fedorov. Je prononce mal son nom, c'est Verdarsky, et ce personnage russe va marquer toute une élite russe, en particulier, c'est très intéressant, dans le domaine de l'énergie atomique et du monde spatial. Vous avez le père de l'astronomie russe qui s'appelle, alors là aussi je prononce mal son nom sûrement, mais Sioldovsky, un nom de ce style-là, qui est le père d'astronomie russe, qui est un fils spirituel de Vernadsky, lui-même fils spirituel de Fedorov. Et ce Fedorov n'avait rien écrit, il est mort aux années 1902-1903 dans ces eaux-là, et sa pensée a été réunie, ses réflexions ont été réunies dans un ouvrage après sa mort. Et en fait, ce que ces élites favorisent, c'est le terme, alors je vais être précis, c'est un terme qui est né en Occident, mais qui a été repris par le monde russe, qui est le cosmisme. Qu'est-ce que le cosmisme? C'est le transhumanisme. Le transhumanisme qui est donc l'amélioration du genre humain via la science, la technique, on le sait maintenant avec Davos, on est bien renseigné. Eh bien, le même principe existe en Russie, donc fin 19e, début 20e siècle, qui s'appelle donc le cosmisme. Et la différence, alors, deux noms différents pour parler de la même chose, mais avec, pourquoi cette distinction? Parce que le cosmisme, qui est donc un transhumanisme, consiste à améliorer le genre humain via la science, avec un fond spirituel, un fond religieux, alors que le transhumanisme, qui est la même chose, donc, mais pour l'Occident, c'est beaucoup plus, sec, dans le sens, c'est un côté uniquement technicien. Je dis bien technicien de prime abord, parce que, en fait, à partir du moment où on commence à toucher au transhumanisme, tôt ou tard, on touche une spiritualité, parce que c'est la volonté de développer le principe de l'homme-dieu. Et donc, on a deux courants, à la fois pour une finalité commune, un monde unifié, des valeurs liées à la Kabbale, à l'ésotérisme, l'occultisme, le martinisme qui est un courant philosophique religieux chrétien mêlé de Kabbale, qui a été lancé au XVIIIe siècle par Martinez Pasquali, mais vous avez aussi Louis-Claude de Saint-Martin. Et donc tout ça, ça a imprégné les élites russes, et quand je dis les élites russes, en particulier, je vais citer un cas, donc cet occultisme, l'ésotérisme, martinisme, tout ça avec le cosmisme. Un grand prince, un grand aristocrate russe avant la Première Guerre mondiale, qui s'appelait Nikolai Nikolaïevitch, était imprégné de martinisme, a favorisé sa diffusion dans tout l'Empire russe. Il était en 1914 tout simplement le chef suprême de l'armée impériale russe. Donc on voit cette diffusion, et cette diffusion allait très loin, et là je vais peut-être vous faire bondir, parce que c'était donc lié à des influences bouddhistes et tibétaines, et en particulier ces milieux ésotériques bouddhistes mêlés de Kabbale, etc., faisaient la promo du principe d'un signe qui s'appelle le swastika. Le swastika, c'est la croix gammée. Quand elle tourne dans le sens des aiguilles du monde, elle est d'Estrogir, et quand elle tourne dans le sens contraire des aiguilles du monde, elle est Sénestrogir. Voilà, je crois que c'est ça le terme. Et cet emblème, donc ce swastika,
tournant dans le sens contraire des yeux d'une montre, eh bien, était tout simplement, accrochez-vous, mais c'est authentique parce que j'ai mis les photos dans mon livre, en annexe, il y en a 29, 14 en noir et blanc et 15 en couleur. Ce swastika était l'emblème de la famille Romanov. Nicolas II avait ce signe-là, ce swastika, sur le capot de sa voiture de sport, tandis que sa femme, Alexandra Feodorovna, avait ce swastika frappé sur les couvertures de ses carnets privés. Donc, pour vous dire, cette influence ésotérico-occultisme, martiniste liée à la Kabbale, avec cette idée de cosmisme en arrière-fond, enfin de transhumanisme, vraiment les élites russes étaient marquées à cœur, et c'est un principe qui a perduré d'une manière plus ou moins visible jusqu'à aujourd'hui. Alors, Monsieur Hillard, là j'en profite parce que justement, là, c'est un scoop sur toutes ces questions là, effectivement. Puis bon, la svastika, évidemment, tout de suite, dès qu'on prononce ça, ça part très loin. Est-ce que, là je vous réponds vraiment comme un auditeur qui vous découvre. Oui, d'accord, alors il y avait cette svas sur la voiture de sport du tsar, de Nicolas II. Est-ce que ça suffit à tirer des conclusions? Est-ce que ça suffit à se dire « Ah, mais dans ces cas-là, d'accord, bon, alors c'est un vaste complot et tout le monde était plus ou moins ésotériquement touché par tout ça ». En fait, c'est un élément parmi d'autres. En fait, bon, déjà un élément révélateur. Quand on se balade, voilà, c'est quand même pas... Mais en fait, c'est un élément parmi d'autres parce que la famille du tsar, donc Nicolas II et sa femme, étaient très liés à des occultistes français qui s'appelaient l'un Papus et l'autre Maître Philippe. Et j'ai publié dans mon livre les entretiens de Papus et de Maître Philippe et de ce qu'ils ont raconté sur la famille du tsar et des liens très étroits. C'est simple, Nicolas II accueillit à Brazoua par exemple Maître Philippe, et pour vous donner une petite idée, Maître Philippe avait, dans les années 1880 par là, commencé des études de médecine, et il n'a pas pu les terminer parce qu'il a été éjecté de l'école de médecine de France, parce que ce côté occultiste, guérisseur, ça déplaisait à la... Bon. Eh bien, c'est Nicolas II qui a fourni le diplôme de médecin à Maître Philippe. Et lui a même donné une voiture de très grande qualité pour l'époque, enfin bref. Et Papus et Maître Philippe, alors je devrais d'abord Maître Philippe et ensuite le successeur Papus, ont été accueillis à bras ouverts, un nombre de fois on ne les compte plus, par la famille impériale. D'abord ils se sont vus en France, puis ensuite ils sont venus en Russie, et ces deux personnes ont pu créer de nombreuses écoles martinistes. Mais il y a un autre élément qu'il faut rajouter dans l'occultisme et l'ésotérisme, c'est la franc-maçonnerie. J'ai fait une étude sur la franc-maçonnerie russe, et je crois que c'est inédit en langue française, en sachant que la franc-maçonnerie a été créée en 1717 par les Anglais à Londres, par deux Anglais, James Anderson, et puis un Anglais qui porte un nom français qui s'appelait Jean-Théophile Desaguliers, qui était en fait un descendant de huguenots français expulsés après la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Franc-maçonnerie, donc, qui naît officiellement en 1717, mais qui vient à l'origine de la Royal Society, qui vient elle-même d'un groupe très élitiste anglais de la première moitié du XVIIe siècle, qui s'appelait le Collège Invisible. Je raconte tout ça. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que cette franc-maçonnerie russe s'est développée ensuite grâce aux Anglais. C'est-à-dire que la création de la loge maçonnique en Angleterre, c'est 1717, mais la création de la première loge maçonnique en Russie, c'est un Anglais en 1731 qui crée la première loge, il s'appelait John Phillips, et cette franc-maçonnerie russe installée en Angleterre s'enracine véritablement à partir des années 1740. Et cette franc-maçonnerie russe est dirigée par un autre Anglais qui s'appelait James Keyes, qui était un des familiers de l'impératrice de l'époque, Élisabeth Ier. Et pour vous donner les liens entre la franc-maçonnerie russe et anglaise, James Keyes était donc le premier patron véritable de la maçonnerie russe des années 1740, et au même moment, son cousin John Keyes était le patron de la Grande Loge Unie d'Angleterre, pour vous dire que c'était vraiment très familial. Et cette franc-maçonnerie ensuite a été interdite
en 1794 par Catherine II. Elle a été rétablie en 1802, à nouveau interdite par le tsar, son petit-fils Alexandre Ier en 1822. Mais, elle était certes interdite officiellement, mais les francs-maçons qui touchaient, enfin les francs-maçons russes, touchaient toute la direction politique et militaire. Il faut bien comprendre que les élites russes, 18e et 19e siècle, même si la franc-maçonnerie du 19e siècle n'existe plus, sont toujours francs-maçons. Ils constituent le corps politique et militaire diplomatique de la Russie. Et cette franc-maçonnerie russe a été rétablie quand ? En 1905. 1905, lors des événements révolutionnaires. Et donc, on a un retour en force, et il faut savoir que cette franc-maçonnerie russe a été rétablie en 1905 avec l'appui de qui ? Le Grand Orient de France. Et j'ajoute ce petit élément, parmi tous ces éléments occultisme, maçonnique, etc., martiniste, il y a eu ce qu'on appelait la création en 1875 de la Société théosophique avec Elena Blavatsky. Et les lecteurs verront dans mon livre, Les Permanences, donc, je précise donc qui est en prévente, et s'ils veulent avoir une petite dédicace, qui se dépêche encore à peu près 7-8 jours encore. Elena Blavatsky, l'emblème de la Société théosophique, c'était un swastika, comme pour Nicolas II et pour sa femme. Et Elena Blavatsky, qui défendait la théosophie, donc ce mélange de christianisme, bouddhisme, tibétain, kabbale et christianisme, enfin c'est une bouillie. Elena Blavatsky, ça c'est son nom d'épouse. Son vrai nom, enfin son nom de jeune fille, c'était Helena von Hahn, elle appartenait à la noblesse germano-balte russe. Et pourquoi je dis ça ? Parce que cette Helena Blavatsky, de son nom de jeune fille Helena von Hahn, avait comme cousin le premier ministre du tsar, Sergueï Viteux. Donc vous voyez tous ces liens, à la fois politiques, l'influence ésotérique, les liens familiaux, jusqu'au sommet du pouvoir. Après, on ne s'étonne pas de la révolution de 1917, en précisant, et après je vous laisse poser d'autres questions, que outre les bolcheviks avec Lénine et Trotsky, mais ça c'est qui vont remporter la mise, il y a eu en face le fameux gouvernement de Kerensky. Eh bien, le premier gouvernement de Kerensky en février 1917, sur les 11 membres, 10 étaient francs-maçons. Il n'y en avait qu'un, je crois, qui était ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Miliukov, je crois, qui ne l'était pas. Pour vous dire que la maçonnerie était bien enracinée au moment de la révolution bolchevique. Et justement, puisqu'on parlait d'ésotérisme, j'en profite, après tout, je fais de la pub pour la radio. J'ai moi-même commis un petit portrait sur un certain Raspoutine, parce qu'on parlait des proches du tsar. Et là, l'ésotérisme, on est en plein dedans. Hein, et Raspoutine était très très proche de la tsarine. Voilà. Alors, maintenant qu'on a bien campé le décor, faisons un petit peu de géopolitique dure. On a évoqué rapidement l'Ukraine, donc depuis février 2022, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On rappellera jamais assez, oui, c'est la Russie qui envahit l'Ukraine et qui s'en prend aux frontières nationales de l'Ukraine. Bon, d'accord, ça c'est un fait, très bien. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit ? Bah, pas grand-chose, puisque aujourd'hui, vous, en tant que spécialiste de géopolitique, docteur en géopolitique, avec... En sciences politiques. En sciences politiques, pardon, mais surtout avec ces différents filtres et ces différentes connaissances quant aux phénomènes économiques et surtout religieux, etc., et ces affrontements entre les puissances. Aujourd'hui, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est synonyme de quoi ? Alors d'abord, donc, l'intervention militaire russe en Ukraine, 24 février 2022. Mais en fait, évidemment, ces choses-là ne sont pas arrivées de manière fortuite. Il y a une bagarre depuis des années entre la Russie et l'Occident. Et l'Ukraine n'est que la partie visible de cette bagarre. D'abord, il faut rappeler, pour Poutine, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2000, Poutine voulait collaborer avec l'Occident. Et il était prêt à nouer des liens très forts entre la Russie et l'OTAN en particulier. Et donc, c'était vraiment, la chose est tout à fait officielle. Mais, avait-il précisé, cette collaboration entre la Russie et l'OTAN en tant que partenaire égal, et non une Russie soumise à l'OTAN. Depuis la fin de la guerre froide, quel jugement portez-vous aujourd'hui sur l'OTAN qui essaye d'étendre son influence à vos voisins, à vos partenaires comme l'Ukraine et la Géorgie ?
Le fait que l'OTAN exerce une grande influence sur l'Ukraine et la Géorgie ne nous indispose pas. En revanche, tout élargissement de l'OTAN n'améliorerait pas la sécurité du monde. Je ne vois pas en quoi l'élargissement à nos voisins baltes, par exemple, peut améliorer la sécurité du monde. Cela dit, si d'autres républiques de l'ex-URSS adhèrent à l'OTAN, nous respecterons leur choix. C'est leur droit souverain en matière de défense, mais certains problèmes pourraient surgir dans le cadre de notre coopération militaire avec l'Ukraine, qui est énorme. Cette coopération est à un tel niveau que s'il devait y avoir une présence militaire de l'OTAN en Ukraine, je n'y maintiendrai plus nos technologies de pointe et nos armements sensibles. L'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement. Enfin, au moment où nous allons commémorer le 60e anniversaire de la victoire, je veux dire que c'est une chance de pouvoir tourner définitivement cette page douloureuse de l'histoire de l'Europe. Elle est à la base de la concorde, de la réconciliation. Cela nous permettra d'élaborer des principes clairs et compréhensibles qui vont nous guider dans les années à venir. Mais en face, il ne le voulait pas. Il ne le voulait pas, d'autant plus, et là c'est une information qui est très peu connue, mais qui a été délivrée par un journal allemand, qui s'appelait, je dis bien l'imparfait, qui s'appelait parce qu'il s'est arrêté en 2012, un journal allemand qui s'appelait le Financial Times Deutschland, c'est-à-dire le Financial Times, mais en langue allemande, dirigé par la Fondation Bertelsmann. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur la Fondation Bertelsmann. À ma connaissance, c'est le seul livre en langue française sur cette fondation très puissante. Et cet article de Financial Times Deutschland citait les propos de Colin Powell, qui est mort maintenant, et qui était le secrétaire d'État, enfin le ministre des Affaires étrangères de George Bush fils. Et dans les années 2003-2004, il y avait un programme qui consistait à intégrer à l'Union européenne et à l'OTAN la Croatie, les États balkaniques, la Turquie et l'Ukraine. Et tout ça, ça devait être clos pour 2010. 2010. Et il y a eu un os dans le pâté, si je puis dire. Il y a des choses qui ont bloqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand Poutine s'est rendu compte que l'Occident ne voulait pas d'une relation d'égal à égal, il s'est fâché. Et il s'est fâché en particulier en février 2007, lors de la fameuse conférence pour la sécurité à Munich, où il a dit, je cite de mémoire, devant un aréopage de représentants militaires et politiques américains, qu'est-ce qu'un monde unipolaire? Il fustige le monde unipolaire voulu par les anglo-saxons. Il dit, qu'est-ce qu'un monde unipolaire? C'est le règne d'un centre unique, d'un seul centre de pouvoir, et donc il rejette complètement ça. Et donc à partir de là, les choses commencent à coincer, d'où les guerres en Géorgie, donc dans le Caucase, où les anglo-saxons créent de nombreux problèmes pour affaiblir la Russie. Et puis les choses passent à la vitesse supérieure avec le coup d'État de 2014 en Ukraine, qui fait basculer l'Ukraine vers l'Occident. Et parallèlement à ça, 2014, vous avez un article de Times of Israel, donc vous voyez la référence officielle, 2014, avril 2014, dont le titre est « Les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre ». Et en fait, on assiste à partir de 2014, en sachant que la Crimée, la même année, va être annexée à la Russie, à une bagarre entre le monde russe, et c'est en particulier l'étude que j'ai faite, avec un Poutine qui est soutenu par une faction juive qui s'appelle les Lubavitch. Les Lubavitch, ce sont, si je puis dire, les cathotradis du monde juif, c'est-à-dire, il ne faut pas leur parler de wokisme et de LGBT. Ils sont pour des valeurs familiales classiques. D'où les propos en ce sens de Vladimir Poutine qui promeut des valeurs classiques. Mais en fait, il ne fait que promouvoir des idées Lubavitch. Parce que le monde Lubavitch, et c'est ça l'avantage, c'est-à-dire, si je puis dire, des sanctions que l'Occident a adressées au monde russe, c'est que ça permet de savoir qui était touché. Et là, il y a des études qui ont été faites, entre autres dans des recherches parmi des chercheurs israéliens, qui montraient que les Lubavitch jouent un rôle très important, je veux dire capital, colossal dans l'économie russe. Et cette faction juive Lubavitch s'oppose à une autre faction juive, mais elle libérale-libertaire à la Zelensky, avec l'Occident derrière. Et c'est une bagarre, certes, pour des intérêts financiers, énergétiques, stratégiques. Il y a aussi derrière tout ça
la dédollarisation qui va très vite, avec les BRICS, avec l'Organisation de coopération de Shanghai. Enfin, vraiment, il y a un partage du gâteau, ils se tapent entre eux, mais aussi des oppositions d'ordre religieuses et messianiques sur des valeurs morales voulues par le monde Lubavitch, à l'opposé des valeurs morales, entre guillemets, si on peut parler de valeurs morales pour Zelensky et ses copains, et donc des bagarres. Et ça va par exemple très loin, et après je m'arrête, quand vous allez sur le site du gouvernement ukrainien, Zelensky, qui est en 3 langues, russe, ukrainien et anglais. Bon, russe-ukrainien, bon, je peux pas, mais je suis allé sur le site en anglais. Vous avez comment dire, les écrits de Zelensky d'avril 2022, donc quelques semaines après l'intervention militaire russe en Ukraine. Le document, je l'ai mis en annexe dans mon bouquin avec la traduction. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit dans ce document Zelensky en avril 2022? Qu'il faut faire de l'Ukraine, je le cite, un grand Israël. Il n'a pas dit un grand Pérou, un grand Madagascar, une grande Tanzanie, il a dit un grand Israël. Parce qu'en fait, vous avez une opposition entre une faction juive Lubavitch et puis d'autres factions qui considèrent que l'Ukraine est d'une certaine manière une seconde Judée. Et dernière petite remarque, au moment de la révolution bolchevique de 1917, vous avez eu une république éphémère ukrainienne de 1917 à 1921. Vous aviez 3 langues reconnues, le russe, l'ukrainien et le yiddish, qui était la langue donc des communautés juives d'Ukraine, et vous aviez des billets de banque à cette époque-là, frappés, enfin ou en tout cas rédigés en langue yiddish. Et ça s'est arrêté en 1921. Eh bien, on retrouve ce même phénomène, en gros un siècle plus tard, avec ces mêmes bagarres internes, et vraiment, ce sont des bagarres entre clans, entre factions juives. Je ne fais que m'appuyer sur des faits, vraiment des documents archi-officiels. Alors justement, puisqu'on parle de l'Ukraine et de la Russie, c'est un conflit assez intéressant puisqu'il a permis, autant en France ou ailleurs, hein, à certains donc, clairement de prendre parti pour un camp ou pour un autre, pour certains en voyant l'ogre russe comme vraiment l'ennemi à abattre et avec parfois des réactions totalement hystériques comme quoi il fallait vitrifier la Russie. Pour d'autres, c'était la possibilité d'expliciter ou de montrer clairement que ah bah ça y est, Vladimir est notre sauveur et nous l'attendons sur les Champs-Élysées. Bon, pourquoi pas. Mais en attendant, tout ça c'est bien beau. Mais si là-dessus je reste, voilà, je suis un bon Lorrain avec les pieds dans la glaise, si je puis dire. Quel est l'intérêt de la France dans tout ça? Déjà, la France n'est pas dirigée par des patriotes. Nos dirigeants, peu importe les dirigeants, mais en tout cas nos dirigeants actuels, sont littéralement inféodés à une finance apatride, BlackRock et consorts, Larry Fink, mais aussi à Davos avec Klaus Schwab. Et en fait, nos dirigeants, depuis des années, sont au service d'une oligarchie. Je rappelle que Emmanuel Macron est Young Global Leader de Davos, il est aussi Young Leader de la Fondation France-États-Unis, enfin la French American Foundation, et nous, Français et les Européens, il faut compter aussi les Italiens, les Allemands, les Hollandais, etc., en fait, sont les otages d'une bagarre entre les Russes et les Américains. Et l'Europe est appelée, sous changement radical de situation, est appelée à devenir le paillasson sanglant des rivalités russo-américaines. Et on va le payer très cher, parce que nos intérêts, en fait, ne correspondent pas du tout, enfin, ne sont absolument pas servis, puisque nous sommes littéralement inféodés à Londres et à Washington, et qui jouent un grand rôle en excitant les populations, enfin en tout cas les dirigeants baltes, donc Lituanie, Lettonie, Estonie, et puis la Pologne. Et en fait, on se fait littéralement traîner vers une guerre. C'est frappant, mais on voit plus le temps passe, plus ça augmente en tension. Alors, on peut espérer une rationalité qui permettra de s'arrêter tout juste avant de tomber dans le précipice. Mais une chose est sûre, s'il n'y a pas de cette rationalité, s'il n'y a pas un peu de bon sens, on file vers une guerre mondiale. J'espère qu'il y aura un sursaut de raison, mais le problème chez ces élites américaines, mais aussi russes, c'est ce qu'on appelle la politique du chaos.
C'est-à-dire que pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau, il faut favoriser un sacrifice humain. Et plus le sacrifice humain est grand, plus on obtient un bien, et je mets des guillemets évidemment, important. Et ce chaos, eh ben, finalement, il est même, j'allais dire, affiché de la manière la plus visible, entre autres avec Alexandre Douguine, qui joue un rôle important. Il n'est pas l'homme phare du système, il joue un rôle important d'influence. J'ai passé en revue de nombreux auteurs parmi les Russes et acteurs. Entre autres, je pense à Sergueï Gladiev, qui joue un rôle très important pour tout ce qui est numérisation, route numérique, comme en Occident d'ailleurs, en sachant que Poutine veut mettre en place une union eurasienne supranationale, mais Alexandre Douguine joue un rôle certain pour la promotion de l'Union eurasienne. Il fait partie, je ne donne pas le nom de l'entreprise, je laisserai les auditeurs voir mon livre, mais Douguine fait partie, en tout cas en 2021, il faisait partie d'une entreprise dans le comité de rédaction. Outre Douguine, il y a Sergueï Gladiev, donc qui est aujourd'hui un personnage éminemment important, mais aussi le dirigeant, le vice-président de la banque Gazprom. C'est-à-dire vraiment, bon, donc rien que ça, on voit que Douguine est quand même dans le cœur actif, cœur nucléaire. Et je précise ce petit élément, le parti eurasien de Douguine, c'est une étoile à 8 branches. Et cette étoile à 8 branches ressemble étrangement à une autre étoile à 8 branches qui, dans l'ésotérisme, s'appelle l'étoile du chaos. Donc c'est quand même curieux de voir que l'emblème du parti eurasien de Douguine ressemble comme 2 gouttes d'eau à un symbole ésotérique, occultiste, qui est l'étoile du chaos. Donc on voit bien cette permanence de la géopolitique et de la mystique russe, etc., des Romanov à Vladimir Poutine. Et comme quoi le symbolisme, comme le dit, enfin pour paraphraser la chanson, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux ça veut dire beaucoup. Oui. Est-ce que, on va revenir à votre livre, à votre dernier livre, parce qu'il y a plein de choses que je voudrais aborder avec vous, même si on ne va pas donner tous les détails. C'est dans mon livre. Voilà, et tout ça c'est dans le livre, mais il y a une chose que j'aimerais, par rapport à ce qu'on vient de dire là, est-ce que, puisqu'il y a un affrontement de blocs et donc un affrontement religieux, est-ce que précisément la France, qui fait partie de ce monde latin, bon ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais je suis désolé, la France c'est un pays latin, hein, et chrétien catholique, donc voilà, le centre religieux de la France, bon alors certes c'est Saint-Denis, etc., mais c'est aussi Rome. Donc est-ce que ce monde latin, donc on l'a dit, l'Italie, Espagne, Portugal, France, etc., donc ces pays latins vont être écrasés parce qu'il y a face à eux donc ces 2 géants, un monde anglo-saxon, WASP, marqué par le judaïsme aussi, la nouvelle Israël qui était l'Amérique, on a précisé au début, et de l'autre, un monde orthodoxe, russe, qui se réveille et qui cherche en plus à faire alliance avec le monde asiatique qui, pareil, voilà, le soleil levant, là c'est définitivement levé. Là. Oui, alors... Il y a une chose, nos ennemis produisent des documents ou prévoient des choses sur le temps long. Et dans mon livre Archives du mondialisme, alors là, qui est aux éditions Nouvelle Terre, j'ai publié un document de The Economist de septembre 1990. Donc on est dans le moment de le mur de Berlin est tombé et la Russie soviétique communiste va se casser la figure quelques mois plus tard. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Chose très intéressante, cette revue des économistes a publié la carte de la gouvernance mondiale du futur, avec des blocs. Et vous avez le bloc Eurasia, avec un emblème, un représentant religieux orthodoxe, vraiment typiquement russe. Et vous avez le bloc euro-atlantique, l'Union européenne, qui est détachée de la Russie, du bloc Eurasie, et qui est littéralement accolé à l'Amérique du Nord, et le point de jonction passe par l'Angleterre. Ça fait penser au Brexit. Et l'emblème pour représenter ce bloc, c'est un puritain du Mayflower, vous savez, avec le col en dentelle, pas en dentelle, mais pissé à la fraise, voilà le terme exact. Et donc, on a vraiment la représentation, et ces gros pourris des économistes avaient mis une formule en latin, cette carte est à peine croyable. L'air de dire, c'est impensable, mais en fait, c'est ça qu'ils veulent. Et intéressant, c'est que quand on regarde cette carte,
Alors vous avez un autre bloc qui est le bloc chinois qui s'appelle Confuciana, un autre bloc, le bloc indien qui s'appelle Hinduland, etc. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne, qui est littéralement accolée et en fait soumise au monde puritain du Mayflower d'aujourd'hui, eh bien des pays de l'Union européenne qui font partie intégrante actuellement en 2023 donc de l'UE, comme la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie, etc., ne font pas partie de cette carte du bloc euro-atlantique, mais du monde russe. C'est intéressant. Alors, je ne dis pas que cette carte-là représente l'exacte chose qui nous attend, mais disons qu'on a grosso modo à un trait de frontière près, à peu près le modèle de ce qu'ils veulent. En fait, l'avantage, alors je dis l'avantage, mais le mot ne convient pas, de ces bagarres entre le monde russe et le monde américain, c'est de faire monter la tension. C'est-à-dire que les États-Unis font un truc, les Russes rappliquent, les Américains rappliquent, les Anglais aussi, et on monte crescendo. Et donc, ça permet de mettre en place des mesures qu'on ne pourrait pas mettre en place si l'ennemi n'existait pas. Donc, il y a un côté ping-pong. Et cette méthode, c'est une sorte de gestion des contraires pour aboutir à cet idéal de blocs régionaux avec une dédollarisation complète, la montée en puissance des BRICS, ça j'en parle beaucoup dans mon livre, avec volonté de mettre des monnaies numériques. Mais, et c'est ça qui est frappant, quand j'ai étudié l'aspect politique économique du monde russe, Poutine joue un rôle capital dans le lancement du rouble numérique, comme vous avez le lancement d'un euro numérique, d'un dollar numérique, d'un livre sterling numérique. Pour la monnaie indienne, la roupie numérique, eh bien c'est Poutine qui a lancé le projet, et ça, pour tout vous dire, ça doit se faire en liaison en particulier avec la mise en place, et là c'est toujours Poutine qui l'a fait, d'une carte d'identité numérique liée au smartphone, tout ça en lien avec les services de renseignement russes, le FSB. C'est Poutine qui a lancé tout ça. Et en fait, ce qui se met en place, c'est un programme de numérisation complète du monde russe, au même titre que le programme de numérisation complète de l'Union européenne, qui doit théoriquement se terminer en 2030. Et donc, on voit ces phénomènes similaires. Alors, le pays à la pointe de tout ça, c'est la Chine, avec crédit social, etc., et reconnaissance faciale. Mais il faut savoir que c'est en Russie, que la Russie est en pointe pour le métro à Moscou, pour la reconnaissance faciale. Voilà. Donc, en fait, on observe un phénomène similaire. Et lorsque Poutine parle d'un monde multipolaire, le terme, oui, officiellement, il veut un monde unipolaire avec une Union eurasienne supranationale, une Union européenne supranationale, un bloc nord-américain supranational, etc. Mais en fait, derrière ce côté, cette apparence supranationale, ça sera un monde unipolaire numérisé, une prison complète avec des subdivisions en cellules. Et finalement, c'est un programme, mais avec des rivalités internes de partage du gâteau des intérêts financiers, énergétiques, etc. Et avec ce fond de spiritualité qui diffère entre un groupe Lubavitch plus spirituel que le monde occidental. Voilà, pour faire court. Alors déjà, deux choses par rapport à ce que vous disiez. Premièrement, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à un certain George Orwell quand vous décriviez la carte, là. Parce que là, on est vraiment dedans. Hein, c'est en plein dedans. Et surtout, puisque là, je fais un petit renvoi à un son qu'on avait déjà enregistré à propos du Covid. Est-ce que, là, je fais vraiment, c'est un tout petit aparté, mais ça fait quand même un lien avec ce qu'on dit. Est-ce que le moment du Covid n'a pas été, je parle surtout pour l'Europe, parce que les Européens sont quand même bien moins obéissants que les Asiatiques en général. Est-ce que le Covid n'a pas été cette petite bascule, ce moment où on nous a vendu des masques, des vaccins, tout ça, et n'a pas été ce moment où c'était cette phase de test qui a permis, enfin qui permet aujourd'hui cette numérisation dont vous parlez, qui finalement est globale, puisque bon, que ce soit la Russie ou les États-Unis, bon, la Russie n'est pas forcément cette porte de sortie libératrice, puisque comme vous nous l'expliquez, c'est pareil partout. Oui, c'est pareil. Alors effectivement, l'histoire du Covid a été une fantastique avancée, mais pas dans le bon sens du terme, et que le phénomène va très loin, puisque maintenant l'OMS est en train de mettre en place une sorte de carte d'identité numérique de santé pour officiellement lutter contre les épidémies futures.
dans cette histoire, quand on regarde la Russie de Poutine, elle ne s'est pas insurgée contre cette politique de protection. Il y a eu une communion de pensée. Poutine, on ne l'a pas entendu condamner vertement Davos et condamner cette politique. Non, il a été assez flou dans cette histoire. Et en fait, oui, on assiste à une généralisation d'un système, mais avec des rivalités internes. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous citez un exemple de cette ambivalence de la part de Poutine, qui se dit chrétien, mais en même temps qui se dit très œcuménique, façon Assise en 1986 avec Jean-Paul II, où Poutine accueille toutes les religions du monde, où chacun peut trouver son bonheur, en un point de vue politique. Avant de vous donner l'information, je tiens à préciser que les photos sont dans mon livre en couleur. Poutine se dit chrétien et orthodoxe, fort bien. Mais quand on est chrétien, et orthodoxe en particulier, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Eh bien, en 2022, le chrétien orthodoxe Vladimir Poutine a inauguré à Moscou la statue de Fidel Castro, dictateur communiste, en présence du président cubain, avec un texte, enfin il a prononcé un discours que j'ai fait traduire, et qui est en annexe dans le livre, où il rend un hommage dithyrambique à Fidel Castro. Là, j'ai envie de dire, mais toi, le chrétien, comment peux-tu rendre hommage à un communiste, à un dictateur? C'est comme moi, c'est un peu comme si moi, catholique, je participais à une cérémonie rendant hommage à Robespierre ou à Danton. Ce sera incompatible, à juste titre. Eh bien là, c'est pareil. En fait, c'est un libéral, en fait, Poutine. C'est un libéral qui a une vision pratique de la religion. Et d'ailleurs, il le dit bien, que ce soit juif, musulman, bouddhiste, chrétien, chacun y trouve son compte. Et en fait, il obéit à ce principe, à ces propos de Voltaire, qui disait « Je veux que mon domestique croie en Dieu, parce que de cette manière, je suis sûr d'une chose, il n'ira pas me voler. » Voilà, donc c'est une vision, j'allais dire, utilitaire. Voilà, donc je vous dis, il faut voir l'aspect libéral de Poutine. Il veut la même chose que le monde occidental, simplement il défend sa part du gâteau, et tout ça en liaison avec les Lubavitch. Et pour ceux qui liront mon livre, donc les permanences dans la géopolitique et la mystique russe, ils verront la puissance économique et financière des Lubavitch. Même le métro, il le dirige. Même le métro. Alors, le métro, les engrais, enfin, il y a plein de choses qui dirigent. Mais même le métro. Et c'est colossal, ce temps. Et, chose très intéressante, les Lubavitch autour de Poutine travaillent, et il y a même les photos, avec le patron du Congrès juif mondial qui s'appelle Ralph Lauder. Alors, avant, on se dirige vers la fin parce que je ne veux pas qu'on fasse trop long et comme je le dis toujours, une vidéo YouTube c'est bien, la lecture c'est mieux. Dans votre titre, les permanences des géopolitiques et de la mystique russe, je l'ai dit au début de l'entretien, russe avec un S, des Romanov à Vladimir Poutine. On a parlé au début de l'entretien donc des tsars, etc., de Ivan III, Ivan IV jusqu'à Nicolas II, très bien. Après Nicolas II, là je veux vraiment qu'on parle de ce qui s'est passé au moment de la révolution russe, des 70 ans quand même qui ont bouleversé le monde russe, jusqu'à Poutine, parce que Poutine est aussi le fruit de tout ça. Oui, c'est un ancien officier du KGB. Alors, en quoi cette mystique, déjà est-ce que cette mystique depuis Ivan III, Ivan IV jusqu'à Poutine a changé? Je suppose qu'il y a évidemment des petites modifications. En quoi est-ce qu'elle est restée la même? Et surtout, en quoi est-ce que les 70 ans de bolchevisme en Russie ont fait que la Russie aujourd'hui est à quelque chose, à ce petit truc à part, qui fait que c'est très particulier, et même dans son orthodoxie, parce qu'après tout, il n'y a pas que la Russie qui est orthodoxe, mais dans son orthodoxie, elle est particulière. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, pour en discuter avec des catholiques, des catholiques qui sont un petit peu en mal-être, on va dire, par rapport à ce qui se passe au Vatican, sans rentrer dans les détails, les gens auront compris de quoi je parle, mais se tournent parce qu'ils ont un besoin de tradition, de réponses claires. Hein, quand on pose une question, surtout quand on se pose des questions religieuses, on veut surtout des réponses claires. Et comme elles ne viennent pas du Vatican, ils vont voir ailleurs et ils se tournent vers l'orthodoxie. Alors, est-ce que précisément, quelle est cette orthodoxie si particulière depuis les camarades Popov de 17 jusqu'à 89 et jusqu'à Poutine?
Alors, question très intéressante. Alors, je vais vous dire certaines choses, mais je ne vais pas tout vous dire pour permettre aux lecteurs. 1917, révolution bolchevique, bagarre entre Trotsky et Staline. Staline, c'est la révolution bolchevique nationaliste, sans le messianisme. Trotsky, c'est la révolution internationale, sanglante et sacrificielle qui voulait étendre à l'échelle planétaire. Et en fait, Trotsky était l'héritier du messianiste Jacob Frank, qui voulait cette révolution planétaire sanglante à l'échelle planétaire. Donc, et c'est Staline qui va remporter la mise, qui va empêcher cela. Alors attention, c'est pas pour dédouaner Staline, vu le criminel que c'est, mais on n'a eu que la version douce avec Staline. Ça a été pire, parce qu'il n'y avait pas ce côté messianique. Mais, parallèlement à ça, j'ai étudié l'histoire de l'Église orthodoxe. Et alors, les documents, j'ai eu la chance, lorsqu'en 1991, il y a eu la chute de l'Union soviétique, il y a eu un moment de trouble dans l'organisation d'État qui se délitait. Et il y a des pièces d'archives qu'on a pu obtenir. J'ai pu mettre la main là-dessus. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas eu de Nuremberg de l'Église orthodoxe. C'est-à-dire que pendant des dizaines et des dizaines d'années, les dirigeants orthodoxes au temps de l'Union soviétique étaient entièrement KGBisés. C'est bien simple. Ils étaient tellement liés au pouvoir du KGB que la direction orthodoxe était appelée le Metropolite Bureau. C'est tout dire. Et les documents que j'ai obtenus donnent la liste des noms de code des dirigeants orthodoxes. Et par exemple, le patriarche, depuis la chute de l'Union soviétique, vous avez eu deux patriarches. Le premier qui est le patriarche Alexis, qui est mort à la fin de l'année 2008, et le suivant, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, c'est le patriarche Kirill. Là, par exemple, le patriarche Alexis, eh bien, j'ai son nom de code, il s'appelait Drozdan, au sein du KGB. Et donc, j'ai obtenu plein de documents de cette alliance, en fait, de cette déclaration. Il y a eu en 1927, au temps de Staline, donc, il y a eu une déclaration d'allégeance des dirigeants orthodoxes au pouvoir soviétique, et ils ont été complètement KGBisés. Et il y a eu une exception, et ça c'est absolument connu, c'est qu'il y a eu, comme pour la Révolution française avec la constitution civile du clergé, il y a eu les prêtres jureurs, ceux qui se sont ralliés à la Révolution, et puis les prêtres non-jureurs qui ont refusé et qui ont tout fait pour sauver leur peau déjà et célébrer la messe en cachette. Et bien, vous avez eu le même phénomène en Russie après 1917. Donc, il y a une faction des élites religieuses orthodoxes qui se sont ralliés au pouvoir bolchevique. Et ces religieux orthodoxes sont toujours au pouvoir depuis 1991 parce qu'ils n'ont pas quitté la place. Il n'y a pas eu de Nuremberg de l'Église orthodoxe. Mais il y a une branche de l'Église orthodoxe en 1917 et les années qui ont suivi qui a refusé de plier le genou devant les bolcheviks et qui s'est installée hors de Russie pour créer, je cite, le ORHF pour Église orthodoxe russe hors frontières. Eh bien, ces gens-là étaient une véritable épine parce qu'ils balançaient des informations prouvant l'allégeance de l'Église orthodoxe russe restée en Russie face au pouvoir du KGB, et ensuite de leur turpitude sous Boris Eltsine, et ensuite sous Poutine. Eh bien, Poutine a réussi à faire réintégrer cette Église orthodoxe russe hors frontières au sein de l'Église officielle russe, rester fidèle aux origines du KGB, etc. C'est-à-dire que Poutine a réussi à remettre le couvercle pour empêcher des diffusions d'informations dérangeantes. Alors, cette Église orthodoxe russe hors frontières a donc quasiment réintégré l'Église officielle, mis à part quelques-uns, mais alors une toute petite minorité qui a refusé de se faire happer par le système. Poutine a littéralement verrouillé le système pour qu'il n'y ait plus d'informations désagréables. Voilà. Et je donne une petite information. Vous avez cité Vatican II, qui est complètement pourri, et d'ailleurs pour information, j'ai mis en annexe dans mon livre la photo de la pièce de monnaie frappée par le Vatican, promouvant la vaccination avec la piqûre. Pourquoi je parle de Vatican II? Parce qu'en 1978,
durant le très court règne, si je puis dire, du pape Jean-Paul Ier. C'est dans mon livre, vous verrez, je donne le début. Jean-Paul Ier a reçu un représentant orthodoxe russe très important à l'époque, qui était donc tout à fait lié au KGB, qui a recruté entre autres l'actuel patriarche russe d'aujourd'hui qui s'appelle Kirill, enfin lorsque ce dernier était très jeune. Eh bien, ce représentant orthodoxe russe lié au KGB, il s'appelait Nicodème. Il a rendu visite en 1978 à Jean-Paul Ier et, oh, manque de peau, ce Nicodème est mort au Vatican d'une crise cardiaque et quelques jours plus tard, Jean-Paul Ier mourrait lui aussi de manière mystérieuse. Pouf, voilà. Voilà, pour vous dire comme les coulisses sont troubles. Oui, c'est la fameuse thèse. Ça, c'est dans le bouquin. Hein. Oui, c'est dans le bouquin. Je crois, j'avais lu ça à l'époque. C'était la fameuse thèse de David Dialop et le fameux café, comme quoi au Vatican, il faut se méfier quand on boit certains cafés. Oui. Bon, il y a certaines choses. La caféine est forte. Oui, il vaut mieux prendre sa bouteille de jus de fruits. Voilà. Juste, alors on va boucler, cher Pierre, parce que comme je l'ai dit, je ne veux pas faire trop long. Mais quand même, il y a encore une chose que je voudrais aborder avec vous. Donc avec ce livre, là, on a vraiment posé les choses. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'auditeur d'aller découvrir et d'aller lire. Hein. On a bien posé les choses. Et comme à chaque fois, parce que bon, je vous connais, les lecteurs qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas encore pourront vérifier. Comme dit l'expression, c'est vérifié et vérifiable, hein, parce que tout ça, c'est en annexe, c'est documenté. C'est pas sorti de votre tête comme ça un soir d'orage. Ah oui, il vaut mieux. Voilà. Pour un sujet aussi délicat, il vaut mieux. Et donc, moi, je voudrais, maintenant qu'on a posé les choses, j'aime bien toujours faire un petit peu de prospective, sans forcément lire dans le mar de café, mais se poser la question, on a quand même, moi je n'en reviens toujours pas, mais apparemment les choses passent un petit peu comme le vent pousse les feuilles mortes. Après l'épisode Covid, donc après ce champ d'expérimentation à échelle planétaire où on a dit aux gens ce qu'ils devaient faire, comment ils devaient se déplacer, comment ils devaient aller pisser, etc. Comment, d'après vous, comment voyez-vous les choses par rapport à cette guerre dont on a parlé entre l'Ukraine et la Russie et par rapport au fait que les blocs, là, qui sont clairement identifiés, hein, on pourra me dire ce qu'on veut, il n'y a pas de complot là-dedans, c'est quand même une évidence, quoi, à moins de... Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, mais bon. Comment, d'après vous, cela peut se passer? Est-ce que, on parlait par exemple du catholicisme, est-ce que, bon, le catholicisme, dans la forme qu'on a connue là, depuis, on va dire, 1000 ans, peut, oui, tout bonnement disparaître pour être remplacé par autre chose. Comment ces blocs, comment le conflit peut prendre différentes formes. Voilà, la perspective de Pierre Hillard pour 2050. Oh là là, alors je resterai très prudent, mais une chose est sûre. Il y a toujours une part d'incertitude, mais si on maintient la situation, les éléments actuels, on file droit vers le gouffre, s'il n'y a pas un changement complet. Disons qu'il y a une chose, c'est que dans leur mentalité à eux, ils ont leur propre rationalité. Et leur rationalité, alors je mets des guillemets parce que c'est une rationalité folle, il s'agit de faire tout sauter. C'est-à-dire que le monde qui est né en fait Bretton Woods, 1944, pour le dollar, etc., puis après 1945, il faut dynamiter le système, en particulier pour mettre en place la numérisation des monnaies. C'est un élément clé. L'église conciliaire, à ne pas confondre avec l'église normale d'avant Vatican II jusqu'à Pie XII, l'église conciliaire est complètement inféodée à l'oligarchie et à BlackRock. Dans mon livre « Des origines du mondialisme », le précédent, l'avant-dernier, j'ai en couleur, en annexe, le Conseil pour un capitalisme inclusif avec le Vatican. Vous avez François, officiellement pape, enfin bien officiellement, à coquiner avec tous les grands de la finance. Vous avez Rothschild et consorts, et vous avez entre autres des représentants de Davos. Et je rappelle que dans la direction de Davos, il y a Larry Fink, le patron de BlackRock. Donc l'église conciliaire est pourrie, il n'y a rien à attendre, et il y a un espoir à avoir, c'est que tous ces gens-là disparaissent. Donc, il y a un krach financier qui est en cours. Tôt ou tard, sauf prise de conscience extraordinaire, que j'appelle miracle, rationalité, eh bien, on devrait aller vers une sorte de guerre généralisée.
Il suffit d'avoir un assassinat d'une personnalité importante, une sorte de Sarajevo bis comme en 1914. Sarajevo, François Ferdinand a été tué de 2 coups de feu et il y a eu ensuite 20 millions de morts. Et bien là, on peut peut-être craindre, outre, je vous dis, le krach financier, un événement qui allume la mèche, enfin une mèche qui est déjà allumée, mais qui vraiment ne peut plus être arrêtée, un assassinat d'une personnalité importante, ou que sais-je encore. Donc, je suis plutôt pessimiste parce que en face, ils jouent le tout pour le tout, et dans leur mentalité à eux, pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau, il faut passer par le sacrifice humain. Donc, je crains terriblement l'arrivée d'événements douloureux parce que nous n'avons pas fini de payer à la fois les conséquences de 1789, les conséquences de la Réforme et le rôle d'élites anglo-saxonnes liées à certaines factions juives, je dis bien certaines parce que toutes n'y participent pas, mais en tout cas certaines factions juives ralliées au principe du franquisme. J'ajoute un petit élément révélateur. Il y a, vous allez voir, au XVIIIe siècle, il y avait l'ordre de Malte qui était complètement maçonnisé. Et cet ordre de Malte existe toujours. Pour vous montrer les liens, les rivalités, et on peut terminer par cet exemple, entre le monde russe et le monde occidental. Rivalité, puis parfois des ententes, puis ça se tire dans les pattes. En 2012, l'ambassade d'Italie à Moscou, en présence de l'ambassadeur italien et à l'époque du patron suprême de l'ordre de Malte qui s'appelait Matthew Festing, il y a un Russe qui a reçu la plus haute distinction de l'ordre de Malte. L'ordre de Malte, c'est un truc maçonnisé, mais façon tasse de thé, vous savez, avec l'esprit conservateur, les valeurs, mais le revêtement. Eh bien, l'ordre de Malte a décerné, en présence donc de son maître et de l'ambassadeur italien, la plus haute distinction à un Russe, qui est l'actuel ministre, donc c'est en 2012, qui est l'actuel ministre de la Défense de Poutine, Sergueï Shoïgu. Pour vous dire, et maintenant, ce Sergueï Shoïgu est en opposition à l'Occident. Vous voyez ces factions qui semblaient s'entendre, puis à un moment donné se tapent dessus. Voilà, j'ai toujours ma formule fétiche, l'enfer est divisé contre lui-même. Et tout ça pour dire que pour les personnes qui seraient intéressées par mon livre, donc les permanences de la géopolitique et de la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine aux éditions Culture et Racines, il y a encore 7-8 jours, le livre est sorti de prévente pour avoir une dédicace jusqu'à 200 exemplaires qui se dépêchent pour avoir, s'ils le souhaitent, une dédicace de ma part. Voilà, ça sera mon ultime question, puisque vous parliez de sacrifice. Sacrifice autant dans une guerre qui peut devenir mondiale, Ukraine-Russie, que des petits, ce que j'appellerais, la formule est horrible, mais c'est quand même bien ça, les petits sacrifices du quotidien qu'on retrouve aussi bien à Annecy ou très récemment, là il y a quelques jours à Bordeaux avec une grand-mère et sa petite fille. C'est-à-dire que quelque part c'est du sacrifice. Oui, l'avortement est un sacrifice. Voilà. Mais en plus de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, il faut rajouter évidemment la Chine et Taïwan, ne jamais oublier ce qui se passe entre l'Iran et Israël, ne pas oublier ce qui se passe dans les Balkans, le Kosovo, parce que les Russes ont tout intérêt à voir les Balkans s'agiter pour finalement être une menace sur les bases arrière de l'OTAN. Donc vous voyez, et puis d'autres éléments, je vous dis l'assassinat d'une personnalité importante, enfin, et que sais-je encore, le krach financier, enfin, on a l'embarras du choix, et je vous dis, sauf prise de conscience extraordinaire, rationalité, sursaut humain, en fait, on va droit vers un Armageddon. Voilà, c'est l'Armageddon. Voilà, moi c'est dit, c'est clair. Ce qui est toujours bien avec Pierre Hillard, c'est que voilà, moi, les mots sont nets, c'est précis. Et c'est tant mieux. Donc je le rappelle, les permanences de la géopolitique et de la mystique russe, avec un S, des Romanov à Vladimir Poutine, aux éditions Culture et Racines. Merci, cher Pierre. En prévente. Voilà. Il se dépêche, encore 7-8 jours. Voilà, donc dépêchez-vous. Alors, par rapport à la publication du son, normalement, il devrait encore rester quelques jours. On va essayer de faire ça rapidement. En tout cas, merci, cher Pierre. Merci François-Xavier, merci infiniment de cet accueil. Et merci, à chaque fois c'est toujours un plaisir, des conversations à bâton rompu, mais vraiment on prend le temps et c'est toujours agréable.
Donc voilà, chers auditeurs, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bien sûr, lire, hein, je l'ai dit, écouter un petit son sur YouTube ou regarder des vidéos, c'est bien, mais il faut lire, hein, c'est rien ne remplace la lecture. En revanche, si vous avez aimé, parce que le travail mérite quand même un minimum de rétribution, vous pouvez mettre le petit pouce, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez partager, hein, la chaîne ne survit que grâce à ça. Merci cher Pierre, à une prochaine, j'espère, on se retrouvera. Oui, sûrement. Pour d'autres aventures radiophoniques. Après l'Armageddon. Après l'Armageddon, voilà, on sirotera un cocktail après l'Armageddon, on aura un peu chaud mais c'est pas grave. Et quant à moi, je vous dis à bientôt, la vie commence toujours demain, haut les cœurs, et à plus.